Désastre écologique, terrorisme et explosion des inégalités sont des phénomènes étroitement liés entre eux. Et ils ont une explication globale, c'est le point de vue en tout cas défendu par notre invité du jour, le journaliste Hervé Kempf. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct de notre studio de Paris jusqu'à 8h. Hervé Kempf, vous êtes un ancien du quotidien Le Monde et de l'hebdomadaire Courrier International, aujourd'hui rédacteur en chef de Reporter, le quotidien de l'écologie, et vous venez de publier aux éditions du Seuil « Tout est prêt pour que tout empire, 12 leçons pour éviter la catastrophe ». Désastre écologique, je le disais, néolibéralisme, terrorisme, ces menaces a priori distinctes ne le sont pas à vos yeux. Qu'est-ce qui vous amène à une conclusion de prime abord, on va dire, plutôt surprenante ? D'abord, ce livre est né d'une réaction, c'est-à-dire il y a une focalisation, particulièrement en France, mais sans doute dans d'autres pays, après le terrible attentat de Nice en juillet dernier, et puis une focalisation après sur le terrorisme, sur une histoire sur le Burkini qui était presque surréaliste. Et là, je me suis dit, il ne faut pas que l'attention publique reste totalement focalisée sur la question du terrorisme, même si elle est absolument inquiétante. On l'a encore vu récemment à Berlin, et c'est une vraie difficulté, un vrai défi pour nos pays, mais en revanche, cet événement, ce phénomène n'est pas isolé. Il ne peut se comprendre que si on le recadre, si on le replace dans un cadre plus général. Et donc, ce cadre plus général, c'est celui de l'évolution de nos sociétés, d'évolution du monde finalement depuis une trentaine d'années. Et il m'a paru nécessaire de refaire l'histoire de ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années, depuis ce tournant très important des années 1980, où on voit plein d'événements historiques qui se mettent en place et qui font le changement du cadre de l'histoire par rapport à ce que l'on avait vécu dans les décennies précédentes. Et là, on voit qu'il y a d'autres phénomènes qui émergent et qui, d'une certaine manière, expliquent en partie le terrorisme. C'est la question de la crise écologique que vous avez citée, dont on va sans doute reparler, et aussi la dépendance énorme du pétrole, au pétrole et aux ressources fossiles, sur lequel se fonde notre économie et qui explique en large partie aussi la poussée du terrorisme depuis une grosse décennie. Alors pour vous, le processus de mondialisation, tel qu'on le connaît depuis des décennies, a clairement dopé un modèle de croissance inégalitaire, tout en infligeant à la planète d'importants dommages, principalement via l'utilisation massive des énergies fossiles, admettons. Si on peut suivre ce raisonnement, on a un peu plus de peine à voir le lien direct, précisément, que vous établissez entre la montée de l'islamisme, les guerres pour le pétrole et le désespoir engendré par l'injustice sociale. Eh bien parce que le phénomène majeur, sans doute, de cette époque, et le phénomène très nouveau, c'est la montée de l'inégalité depuis 1980. Ça a été bien documenté, notamment par l'économiste Thomas Piketty en France. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est sorti de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 avec un réalignement en quelque sorte des sociétés et des économies. Et pour faire simple, avec une situation sociale assez stable où les bénéfices de la croissance, l'enrichissement considérable qui a eu lieu dans tous les pays pendant les 30 Glorieuses, se faisait dans une répartition relativement équilibrée. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas d'inégalité, mais l'inégalité ne progressait pas parce que le rapport de force entre les groupes sociaux, entre le capital et le travail, pour faire simple, était bien équilibré. Qu'est-ce qui se passe à partir de 1980 avec l'arrivée notamment de Margaret Thatcher en Angleterre et de Ronald Reagan aux États-Unis? C'est qu'on va commencer à assister à une montée progressive des inégalités qui est liée d'une certaine manière à l'effondrement de l'Union soviétique à partir de 1989, une montée continue des inégalités à l'intérieur des pays. Aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne, dans tous les pays, on observe cette montée profonde des inégalités et avec une inégalité aussi qui reste très accentuée, même si elle s'atténue, entre les pays et entre les régions du monde. Qu'est-ce que ça suscite ? Ça va susciter beaucoup de ressentiments, ça va susciter des sentiments d'injustice, ça va susciter avec le temps un sentiment de rejet ou de ségrégation pour un certain nombre de populations, notamment les populations, on va dire, d'origine arabe ou dans les pays arabes eux-mêmes qui n'ont pas réussi à voir leur économie progresser, parce que par ailleurs, elle était totalement dépendante du pétrole. Et comme les économies occidentales cherchaient la croissance à tout prix, pour maintenir aussi de la part des classes dirigeantes ce niveau d'inégalité, pour le rendre acceptable, on a eu cette focalisation sur le pétrole. Donc à la fois une conjugaison entre cette focalisation sur le pétrole, un sentiment de ressentiment très fort, et c'est
des raisons qui expliquent l'essor progressif du terrorisme. Mais Hervé Kempf, si les guerres d'Irak et le jeu des monarchies pétrolières alliées à l'Occident ont visiblement favorisé l'islamisme politique, est-ce que vous ne pensez pas que le terrorisme actuel trouve principalement sa source dans la première guerre d'Afghanistan, guerre déclenchée par l'Union soviétique et non pas par les démocraties libérales ? Oui, mais ça, c'est tout à fait expliqué dans le livre. Et il faut bien se situer dans une perspective historique. Effectivement, après, on pourrait faire l'histoire, mais je voulais pas faire un livre de 300 pages, je voulais faire un livre clair et sur la période récente. Après, on pouvait reprendre l'histoire de la guerre froide et la question de l'affrontement qu'il y a eu entre les États-Unis et l'Union soviétique. Mais là, c'était pas mon propos. Il se trouve que, pour un certain nombre de raisons, l'Union soviétique est entrée en Afghanistan en 1989, donc c'est vraiment en 1979, pardon, c'est un moment tout à fait important. En réaction, les États-Unis, l'Arabie saoudite vont soutenir les résistants locaux, dont beaucoup se rangent sous la bannière musulmane, en quelque sorte, sous la bannière religieuse. Et donc, ce contre-choc, cette réaction des Occidentaux et de l'Arabie saoudite va effectivement donner des armes, des aliments à des groupes musulmans armés qui vont, dans la décennie suivante, se développer. C'est tout à fait exact, mais ça n'empêche pas que qu'est-ce qui fait ensuite que la question s'alimente ? C'est bien les politiques qui sont suivies par les pays occidentaux, et particulièrement par les États-Unis, et pour le dire plus généralement par le néolibéralisme, en réaction à l'effondrement de l'URSS. Donc c'est une très bonne chose. Je n'ai aucun souci là-dessus que l'Union soviétique se soit effondrée à partir de 1989 et précisément en 1991. Ce qui est très dommage, pour dire le mot le plus faible, c'est que face à cet effondrement qui était une bonne chose en soi, les pays occidentaux, les États-Unis, n'aient pas cherché à faire une autre économie, à faire une autre répartition de la justice. Et en gros, les classes dirigeantes sont rentrées dans un cycle d'enrichissement et d'affermissement de leur puissance tout à fait déséquilibré, qui conduit maintenant aux maux que l'on connaît aujourd'hui. Et parmi ces mots, donc, il y a la montée de l'intégrisme. Est-ce que ce n'est pas un peu court tout de même, Hervé Kempf, de ramener la montée de l'intégrisme à de simples causes sociales ou économiques ? On pense évidemment aux motivations du milliardaire saoudien Oussama Ben Laden, qui n'avait pas grand-chose de social. Alors là, écoutez, d'abord, il y a un problème, c'est que vous me centrez totalement sur la question du terrorisme. Or, le propos du livre, tout est prêt pour que tout empire, est justement de dire que le terrorisme n'est pas le phénomène majeur de l'époque. Je voudrais que l'on parle d'écologie. On va y venir. Aussi. Ah bon, alors oui, on va y venir, mais moi, permettez-moi vous avez développé l'argument. L'argument social pour expliquer la montée de l'intégrisme, et je voulais vous entendre là-dessus en disant, est-ce que ce n'est pas plutôt, je dirais, le rejet global de la modernité qui meut l'islamisme ? Peut-être que c'est le rejet global de la modernité, mais il faut voir aussi que la modernité n'a pas apporté au Moyen-Orient les promesses qu'elle contenait. C'est très fascinant, par exemple, si vous regardez, moi, une chose qui m'a frappé, c'est des photos en noir et blanc dans les années 1950, en Palestine et dans des pays arabes. Et vous voyez par exemple que les femmes étaient en jupe, étaient tête nue, etc. Il y avait un vent, un souffle de modernisation, de laïcisation. Ça ne veut pas dire que l'islam était abandonné, mais les pays, des États essayaient de rentrer dans le régime moderne et qui était aussi marqué par l'affirmation de la fierté arabe avec la nationalisation du canal de Suez par Nasser, le dirigeant égyptien en 1956. Donc il y avait ce vent de modernisation qui était là. Et on aurait pu dire occidentalisation au bon sens du terme. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ? Notamment à cause de cette focalisation sur le pétrole et cette soif absolue des pays occidentaux pour le pétrole et le gaz, eh bien, on s'est reconcentré dans des accords, notamment avec l'Arabie saoudite, mais d'autres pays, exclusivement concentrés sur la question de l'appropriation pétrolière, en laissant totalement de côté les possibilités, j'allais dire, de démocratisation, de modernisation telle qu'on l'entend, ce qui fait que progressivement, il y a ce ressentiment arabe, il y a ce sentiment de la justice qui est né et qui a conduit à ce que l'on connaît. Les liaisons ne sont pas toujours simples, j'essaye pas de dire A implique B implique
multiplexé, etc. En revanche, il faut le placer dans le cadre général. Dans le contexte. Et c'est vrai que la question de l'inégalité globale et la question de la réaction des classes dirigeantes après l'effondrement de l'URSS est pour moi le facteur vraiment pivot pour comprendre l'ensemble des évolutions dont le terrorisme n'est qu'un phénomène parmi d'autres. Et j'oserais dire, à mon sens, et c'est là l'essentiel, ça n'est pas le principal. Alors le principal question étant... qui se pose aujourd'hui, Voilà. c'est la crise écologique. Exactement. Vraiment, Alors venons-en justement à ce combat écologique. Au-delà de votre analyse géostratégique, vous avez, et depuis longtemps, une certitude, la dégradation de l'écosystème planétaire est devenue le principal enjeu politique des prochaines décennies. Avec quelles conséquences, selon vous ? Des conséquences extrêmement inquiétantes, il faut bien le dire, et des conséquences sur la stabilité de l'ensemble des sociétés, pas seulement des sociétés occidentales, en Suisse, en France, en Allemagne, l'ensemble des sociétés commencent à être déstabilisées par les effets que l'on observe de la dégradation environnementale qui se produit à une rapidité tout à fait fascinante. Effectivement, moi je travaille depuis maintenant près de 30 ans, 25 ans, 30 ans, je ne sais plus très bien, sur la question écologique. Je l'ai suivi en tant que journaliste scientifique et en étant très attentif à ça. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans les années 70-80, on disait encore la question écologique, c'est dans l'avenir. Ça va se dégrader. Ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est que ça se passe aujourd'hui. Dans votre journal d'information, on va parler de la grippe aviaire, on va parler des inondations très fortes qui se passent dans le nord-est de l'Allemagne. Il y a de la pollution de l'air, peut-être, par exemple en France, il y a quelques jours, de la pollution de l'air absolument sidérante qui a eu lieu en Chine il y a 1 ou 2 semaines. Vous voyez, quasiment tous les jours maintenant, on a des signes que la question écologique est absolument présente. Quelles conséquences cela peut avoir dans l'avenir ? Eh bien, de plus en plus des conséquences géopolitiques, des conséquences de déstabilisation de nos sociétés parce que la pollution devient insupportable, parce que le changement climatique commence à avoir des effets d'érosion des sols, va sans doute entraîner des sécheresses et des migrations et des déstabilisations importantes. Donc maintenant, on est rentré dans la phase où la question écologique devient centrale et pas seulement inquiétante, mais avec des conséquences économiques et géopolitiques durables. Alors Hervé Kempf, je rappelle aussi le sous-titre de votre ouvrage, c'est 12 leçons pour éviter la catastrophe. Ce n'est pas seulement un essai sur sur l'inexorable destruction de notre planète. Donc vous apportez vous proposez un certain nombre de pistes. Quelle serait la piste la plus essentielle à ne pas manquer de toute urgence selon vous, pour éviter précisément la catastrophe ? C'est très difficile parce qu'en aucun cas je ne prétends avoir la solution globale à l'ensemble de la situation historique que nous vivons. Je crois qu'il faut être très modeste. Moi, j'essaye d'exposer les choses. Déjà, je pense que si on a une vision lucide de ce qui est en train de se passer, ça aide à agir. Je vais prendre un exemple très prosaïque. Si vous avez mal quelque part, vous savez pas très bien où, vous allez voir le médecin et le médecin vous dit écoutez, vous avez ceci, vous avez tel problème au genou, vous avez tel problème à l'estomac. On sait où on en est et on sait qu'on peut guérir. Ça ne veut pas dire qu'on va guérir, mais on sait où agir et comment changer. Ça, c'est le premier point. Donc, être lucide. Et par exemple, dire le terrorisme est extrêmement important, mais ça n'est pas la question principale. La question principale, c'est, on l'a vu rapidement, l'écologie et peut-être aussi le rapport social et le rapport d'inégalité. Ça, c'est le premier point, une bonne analyse de la situation. Le deuxième point, je dirais, c'est il nous faut déverrouiller le système. On est à l'heure actuelle dans une situation où les classes dirigeantes sont, je l'écris de manière peut-être un peu exagérée, mais quelque part je le pense, les plus stupides de l'histoire. Pour quelle raison ? On voit ce qui se passe avec M. Trump. Ouais. C'est extrêmement inquiétant. Le président de la plus grande puissance mondiale, que restent encore les États-Unis, est climato-sceptique, ne croit pas au changement climatique et nomme dans son cabinet, dans son gouvernement, des représentants de Goldman Sachs, des représentants d'Exxon, c'est-à-dire la première compagnie pétrolière mondiale, et est engagé dans une voie qui est totalement contraire à ce qu'il faudrait faire. Donc là, on a un vrai problème et il y a un enjeu politique essentiel qui est, j'allais dire, de déverrouiller, de faire changer les classes dirigeantes. Alors, malheureusement, je suis un petit peu pessimiste parce que je vois que depuis quelques années, les classes dirigeantes ne changent pas. Alors, pour aller très rapidement, je vais vous donner un point, c'est qu'il faut, je pense que l'avenir à très court terme, c'est que dans tous les lieux où il y a des batailles, je ne sais pas s'il y en a en Suisse, je pense qu'il y en a aussi, mais je vois un peu de ma fenêtre française, excusez-moi, se bagarrer au moins sur les batailles locales pour empêcher des évolutions Par délétères. exemple, réduire drastiquement notre consommation énergétique et matérielle ?
Est-ce que ça serait Alors, une piste? ça, c'est la piste Voilà. qu'il faut vraiment se poser. Mais à ce Ça, c'est clair. propos-là, est-ce que l'enjeu n'est pas culturel et je dirais même de taille, hein, convaincre des populations de quitter des décennies d'éducation au gaspillage, d'arrêter de considérer la surconsommation comme la normalité? Il va falloir, j'imagine, beaucoup de temps, peut-être même plusieurs générations. Est-ce que ce temps, nous l'avons, puisque vous n'arrêtez pas de dire il y a urgence? Il est possible que nous n'ayons pas le temps. Il est possible que nous n'ayons pas le temps parce que ce changement culturel, il est effectivement très difficile à faire. Il est d'autant plus difficile à faire que l'ensemble des médias, et je vous remercie de m'inviter ici, ça prouve que vous ouvrez des fenêtres à des voies différentes, mais grosso modo, l'ensemble des médias qui appartiennent à des milliardaires, à des grandes entreprises, répandent un message totalement différent. Qu'il y a sans arrêt de la publicité qu'on nous dit achetez des télévisions, achetez le dernier smartphone, allez voyager 15 jours, je ne sais pas, en Thaïlande ou aux îles Bermudes, prenez l'avion, faites ceci, faites cela. Donc on a aussi ce changement culturel à faire, mais il est très difficile parce qu'en plus, tout l'environnement médiatique, publicitaire, nous dit d'aller dans une autre direction. Donc là, on a un vrai problème. Et je pense aussi que certes, on a tous, chacun à notre niveau, tel qu'on est, à changer, à aller dans cette évolution, à intégrer l'idée qu'on doit réduire la consommation matérielle. Mais malgré tout, l'exemple et les directions doivent être donnés par en haut. Et en haut, malheureusement, ça bloque.